Alors, dans le vidéo cours qui suit, nous allons jeter un coup d'œil à la physiopathologie au niveau respiratoire et nous allons plus spécifiquement en fait regarder les différents patrons respiratoires pathologiques. Alors, cette étude des différents patrons respiratoires en fait revient à regarder 5 types de respiration, soit l'hyperventilation, la respiration de Cheyne-Stokes et une respiration qui lui ressemble un petit peu à la respiration de Biot. La respiration de Kussmaul que nous allons voir qui est un peu une sorte d'hyperventilation, mais nous allons le donner quelques petits détails par rapport à ça. Et finalement, la respiration aconale. Alors, comme d'habitude, si nous voulons parler de certains concepts au niveau pathologique, il est toujours intéressant de faire un petit retour au niveau anatomique et un petit retour également au niveau physiologique concernant plus spécifiquement la respiration. Alors, ce retour peut se faire ultimement via la réponse un peu à deux questions. Puisqu'il est question de la respiration. Donc, première question, comment le CO2 est-il impliqué dans la respiration? Alors, on pourrait marquer quelques petits mots-clés ici. Donc, premièrement, il faut rappeler que le CO2, c'est le principal stimulus au niveau respiratoire. C'est la principale raison pourquoi une personne voudrait respirer. Et nous pourrions également ajouter que c'est l'accumulation du CO2 dans le plasma sanguin et dans le liquide cérébrospinal qui va engendrer le processus de respiration. Donc, le CO2 est excessivement important dans le contexte de la respiration, puisque, comme nous venons de le dire, c'est celui qui dit finalement au cerveau qu'il est temps de respirer, et évidemment, il va le dire lorsqu'il va s'accumuler dans les tissus. Puisque, bien évidemment, les tissus consomment l'oxygène, mais ils produisent le CO2 comme déchet. Alors, comment, du côté du système nerveux, comment le système nerveux, lui, peut-il moduler les rythmes respiratoires? Eh bien, il y a plusieurs choses qui peuvent faire varier les rythmes respiratoires, les faire augmenter ou diminuer. Ce qu'on pourrait peut-être mentionner, qui est quand même assez important, c'est la modulation des rythmes respiratoires va se faire au niveau du tronc cérébral, donc au niveau du pont, mais également au niveau du bulbe rachidien. Donc, cette structure du système nerveux central, le tronc cérébral, est excessivement importante pour gérer les différents rythmes respiratoires. Et lorsqu'il vient temps de décrire comment la modulation comme telle peut se faire, eh bien, c'est principalement via l'analyse de l'acidité du liquide cérébrospinal, qui est très fortement influencé par le CO2. Donc, via l'analyse du liquide cérébrospinal, nous pouvons moduler nos rythmes respiratoires. Par contre, il faut savoir que l'acidité du liquide cérébrospinal pourrait varier dans des situations où le CO2 n'est pas impliqué. On n'a qu'à penser à l'exemple de l'acidose métabolique. Donc, en contexte d'acidose métabolique, il se pourrait justement que le corps décide de modifier ses rythmes respiratoires. Nous allons justement en discuter dans les prochaines minutes. Alors, sur cette figure, on voit un peu les concepts que nous venons de mentionner. Donc, je vous rappelle, on l'a dit, les cellules utilisent de l'oxygène, mais bien sûr, ils produisent le CO2 comme déchet. Alors, à partir du moment où le CO2 est produit comme déchet, il se trouve à réagir et ultimement à amener l'accumulation de bicarbonate et de protons. Dans le fond, le dion H+. Et puis, après un certain temps, évidemment, il y a des tampons chimiques qui vont aider à ne pas trop augmenter cette concentration-là dans le sang. Mais une fois que les tampons chimiques sont saturés, ce qu'il faut retenir de cette formule, c'est que quand les cellules produisent du CO2, ultimement, si elles le font de façon assez importante, ça va mener à l'accumulation de ions en fond H+, et c'est l'accumulation justement de ces ions H+, qui vont augmenter l'acidité du plasma sanguin et éventuellement l'acidité du liquide cérébrospinal. Alors, c'est particulièrement à partir de ce moment-là que le tronc cérébral va être impliqué. Donc, le tronc cérébral va pouvoir, via ses chimiorécepteurs centraux, détecter justement cet excédent d'acidité au niveau du liquide cérébrospinal. Mais mentionnons également que nous pouvons le mesurer, les variations au niveau des gaz sanguins, également au niveau des chimiorécepteurs périphériques. Donc, avec ce calcul, ou cette mesure, si on peut dire, lorsque le tronc cérébral va détecter que l'acidité semble inadéquate au niveau du liquide cérébrospinal, eh bien, elle va décider, via ses effecteurs, de modifier le rythme respiratoire. Donc, elle va pouvoir envoyer des influx nerveux, autant au niveau des nerfs phréniques qu'au niveau des nerfs intercostaux, pour justement modifier l'activité du principal muscle respiratoire, le diaphragme, ainsi qu'au niveau des muscles intercostaux. Donc, la normale, une respiration normale, si on regardait au niveau d'une spirométrie, bien évidemment, ça correspond à une respiration avec une certaine quantité d'inspiration et une certaine quantité d'expiration qui est la même, qui est aux alentours d'à peu près 500 ml de volume pour un individu, un homme de taille moyenne. Évidemment, ça a une rythmicité qui est aux alentours de 15 à 20 pour une personne adulte. Donc, bien évidemment, la respiration est plus rapide au niveau des très jeunes enfants et au niveau des bébés. Mais il faut garder en tête, c'est plus peut-être ce chiffre-là, 15 à 20, qui correspond finalement à
a de valeur là, chez l'individu de 10 ans et plus, et évidemment une certaine régularité, hein, comme on le voit dans cette figure ici. Donc, une quantité, on pourrait dire, raisonnable de cycles respiratoires et une régularité dans la présence de ces cycles respiratoires-là. Donc, ceci constitue la normale. Alors là, dans les prochaines minutes, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder c'est quoi les différences qu'on pourrait avoir, hein, par rapport à ces patrons-là. Donc, première, disons, respiration qui serait considérée comme pathologique, donc l'hyperventilation. Alors, l'hyperventilation, c'est une situation qui va amener une respiration, en fait, qui est plus rapide que la normale, donc un certain degré de tachypnée, et souvent une respiration qui est un peu plus profonde que la normale. Et il est là, finalement, le problème qui va apparaître. Et évidemment, le patient, une fois qu'il va être en situation d'hyperventilation, évidemment, il va avoir un certain problème associé à ça, il va avoir des troubles, on pourrait dire, respiratoires. Donc, le patient va percevoir ça comme étant une dyspnée, il va avoir une difficulté au niveau respiratoire, mais qui, dans ce cas-là, va être associée à une respiration qui est un petit peu plus rapide. Alors, la principale caractéristique, hein, lorsqu'on regarde l'hyperventilation, c'est, bon, on vient de le dire, des respirations qui sont plus rapides, mais également des respirations qui sont plus profondes, puis principalement en fait au niveau de l'expiration. Donc une plus grande expiration, une expiration finalement excessive par rapport au volume habituel. Et là, il faut garder en tête que cette expiration excessive-là, ce qu'elle va engendrer, c'est qu'elle va engendrer une altération au niveau des échanges gazeux. Donc, ce serait quoi l'effet sur les taux sanguins, là, de ce qu'on disait tout à l'heure, le CO2? Ce serait quoi l'effet sur les taux sanguins de CO2? D'avoir une expiration qui est excessive? Eh bien, en fait, c'est que ça va diminuer les taux sanguins de CO2. Donc, ça réduit la quantité de CO2 dans le sang, puisqu'évidemment, lorsqu'on expire, on expire du CO2. Mais là, dans cette situation-là, hein, le patient expire de façon excessive. Donc, à ce moment-là, une réduction du taux de CO2 dans le sang. Quel est le nom pour cet état? Hein? En fait, il s'agit d'une hypocapnie. Donc, le terme hypocapnie fait référence à la diminution de la quantité de CO2 dans le sang. Et c'est clairement un indicateur d'hyperventilation pour la raison que nous nous mentionnez, hein, qu'en temps normal, on éjecte le CO2, mais là, dans cette situation-là, on l'éjecte de façon anormale. Donc là, on pourrait se questionner, hein, OK, mais quel est l'effet finalement d'une hypocapnie? Pourquoi l'hypocapnie est-elle problématique? Eh bien, principalement parce que l'hypocapnie va engendrer une certaine réaction au niveau des artères qui nourrissent le tissu cérébral, et cette réaction sera principalement en fait une vasoconstriction. Donc, les artères cérébrales, lorsqu'ils détectent cette hypocapnie, vont entrer en vasoconstriction. Et évidemment, si on fait une vasoconstriction au niveau des artères cérébrales, nous allons nous ramasser avec une diminution temporaire, hein, de la perfusion du cerveau. Donc, le cerveau reçoit de moins en moins de sang, et étant donné qu'il reçoit de moins en moins de sang, bien ça pourrait mener à une réduction, évidemment, qui est transitoire, encore une fois, là, une réduction transitoire des fonctions neurologiques, qui pourrait principalement, là, pour l'aspect neurologique, se détecter de deux façons. Dans le cas le plus extrême, avec une altération de l'état de conscience. Donc, un patient là, qui pourrait là, tomber inconscient là, suite finalement à la crise d'hyperventilation. Et parfois, là, si on se rend à cet état-là, finalement, ça va être précédé là, de mauvais fonctionnement, on pourrait dire, dans plus du système nerveux périphérique, là, donc de paresthésie que le patient pourrait détecter, là, des engourdissements, par exemple, au niveau des mains ou au niveau des pieds. Donc, quelles sont les causes? Qu'est-ce qui peut amener un individu à faire de l'hyperventilation? Bien souvent, les causes, en fait, sont associées davantage un peu à des causes psychologiques. Donc, on peut avoir là, un excès là, d'anxiété ou un stress émotionnel. Donc, ce sont souvent là, ces causes-là qui vont apporter la crise d'hyperventilation. Mais gardons en tête quand même que certaines conditions physiologiques, comme par exemple un individu qui ferait un exercice physique, mais là, qui est beaucoup trop intense par rapport à ses capacités, pourrait tomber en crise d'hyperventilation. Et également, hein, un individu là, qui présenterait une fièvre là, pour XY raison pourrait aussi là, présenter ce type là, de patron respiratoire pathologique. Mentionnons quand même au passage là, que ce type de respiration anormale-là se retrouve plus souvent là, en fait, chez les femmes. On retrouve plus souvent des crises d'hyperventilation chez la clientèle féminine que chez les hommes. Alors, on pourrait distinguer l'hyperventilation vraiment respiratoire, le primaire, en deux catégories. Donc, l'hyperventilation aiguë et l'hyperventilation chronique. Donc, la plupart, en fait, des interventions du paramédic vont surtout là, faire référence à de l'hyperventilation aiguë, donc dans le fond des crises d'hyperventilation qui vont être générées, hein, comme on l'a mentionné, par des raisons là, principalement, surtout, on pourrait dire, psychologiques. Alors que lorsqu'on fait référence à l'hyperventilation chronique, eh bien ça fait référence en fait à des patients qui ne vont pas nécessairement avoir des crises, mais des patients qui vont se trouver à avoir des patrons respiratoires qui sont tout juste anormales. Donc, dans le fond, qui vont faire trop d'expiration, mais pas de façon aussi intense que lors de la crise. Donc, juste légèrement une expiration excessive. Et puis, lorsqu'ils font légèrement cette expiration excessive-là, bien, ça peut apporter différents troubles de santé, parfois des symptômes un petit peu bizarres, là, des céphalées que le patient ne peut pas vraiment s'expliquer. Alors,
qui peut présenter ça à différents types de personnes. Parfois, ce sont des personnes là, qui ont carrément aucune pathologie au niveau respiratoire, mais qui ne respirent pas correctement. Hein. Souvent, on dit ces gens-là font de la respiration thoracique, donc au lieu de bien remplir là, leur diaphragme comme ils devraient le faire lors des respirations, ils font une respiration qui est plus superficielle dans le fond, donc ils se trouvent à mal finalement remplir et mal vider leur volume, leur cage thoracique, et ils se ramassent dans cette situation-là un peu en contexte d'hyperventilation. Mais il faut quand même garder en tête aussi que des patients comme ça qui présenteraient de l'hyperventilation chronique, ça pourrait être des patients qui sont touchés en fait par une pathologie pulmonaire qui est sous-jacente, connue ou non, hein, dépendamment des patients. Donc, ça pourrait être des patients asthmatiques, des patients qui présentent de la bronchite chronique ou à la limite de l'emphysème. Donc, quand même garder en tête là, que si ce ne sont pas des crises d'hyperventilation, mais plus des dérèglements, on pourrait dire plus chroniques, bien de garder en tête que justement, il y a peut-être des pathologies qui sont cachées, là, qui sont en fait, qui sont exprimés finalement par ce type-là d'hyperventilation. Alors, si on regarde maintenant les manifestations cliniques là, au niveau de l'hyperventilation, point important à mentionner initialement, c'est que souvent l'histoire, là, pour peut-être exclure les autres types là, de problèmes respiratoires, bien, il n'y a pas vraiment de traumatisme à l'histoire. Le patient n'a pas eu aucun trauma au niveau thoracique et il n'y a probablement pas non plus de pathologie respiratoire sous-jacente, probablement pas non plus de processus infectieux, par exemple, au niveau des poumons. Là. Donc, évidemment, là, c'est plus le contexte de l'hyperventilation aiguë dans cette situation-là. Donc, on l'a mentionné tout à l'heure, le patient va présenter un certain inconfort, une certaine difficulté à la respiration associée à cette respiration trop rapide, donc de la dyspnée. On l'a dit tout à l'heure également, une respiration qui est plus rapide, c'est un peu le principe même de l'hyperventilation. Le patient qui pourrait être tachycarde, là, un peu en raison là, de l'aspect justement anxiété. Et puis, il faut garder en tête que l'anxiété, ça peut être ce qui génère le problème. Bien souvent, une fois que l'anxiété va avoir déclenché de l'hyperventilation, eh bien, évidemment, l'hyperventilation, c'est une situation qui est un peu anxiogène. Hein, donc, le patient qui était anxieux et qui a commencé à hyperventiler, bien, ça va le rendre encore plus anxieux. Donc, ça va entretenir finalement la crise d'hyperventilation à ce moment-là. D'où l'importance d'essayer de calmer le patient à ce moment-là. Patient qui pourrait également sentir une certaine oppression là, au niveau là, thoracique. Et comme nous l'avons mentionné tout à l'heure, hein, pourrait avoir certains symptômes neurologiques comme des étourdissements, des engourdissements au niveau des extrémités. Et là, on pourrait ajouter là, dans des cas plus extrêmes là, une perte de conscience là, qui serait habituellement brève et réversible. Alors, comment expliquer les étourdissements et les engourdissements? Bien, nous l'avons mentionné tout à l'heure, c'est en raison de la diminution de la perfusion du cerveau, qui est secondaire à la vasoconstriction au niveau des artères qui perfusent le cerveau. Hein. C'est la réaction, on pourrait dire, normale des artères cérébrales à l'état finalement d'hypocapnie. Donc, retenir peut-être au niveau de l'hyperventilation deux choses. Là, on l'a mentionné tantôt, que l'hyperventilation, surtout dans un contexte aigu, ça ne peut en fait que représenter une simple période un petit peu plus anxiogène pour une personne en fait qui est en complète santé, là, qui n'a aucun problème à ce niveau-là. Par contre, il faut également garder en tête que l'hyperventilation, dans son contexte un petit peu plus chronique, un petit peu plus discret, ça peut cacher en fait une maladie au niveau respiratoire ou peut-être même une maladie au niveau cardiaque. Et là, on pourrait se questionner, là, OK, mais qu'en est-il de l'hyperventilation volontaire préalable à la plongée en apnée? Alors, il faut savoir que certaines personnes là, qui pratiquent la plongée en apnée, parfois pour rester plus longtemps sous l'eau, ils vont présenter, ou plutôt ils vont pratiquer de l'hyperventilation, mais là, vraiment volontaire. Leur but à ce moment-là, c'est d'augmenter la concentration d'oxygène dans leurs poumons pour pouvoir rester sous l'eau plus longtemps en apnée. Alors, que penser de cette pratique? Ben, c'est une pratique à déconseiller. Hein? Donc, pourquoi la pratique est à déconseiller? Ben, c'est parce qu'en fait, le risque lorsqu'on fait cette pratique-là, c'est de tomber inconscient sous l'eau avant même d'avoir reçu un influx respiratoire par l'augmentation de l'acidité du plasma sanguin. Donc, en temps normal, hein, quand on retient notre souffle, notre plasma sanguin devient plus acide et ceci nous amène à vouloir respirer. Le problème, sans rentrer dans l'explication de tout ce processus, mais le problème, c'est que si on pratique l'hyperventilation avant de faire une période d'apnée, on va diminuer de façon excessive notre acidité au niveau de notre sang et on risque justement, comme je viens de mentionner, de tomber inconscient avant même d'avoir le goût de respirer puisque l'acidité n'est pas montée de façon suffisante. Donc, c'est une pratique clairement déconseillée. Ultimement, la conséquence la plus grave, ce serait d'avoir un patient qui tomberait inconscient sous l'eau. Et puis évidemment, si on tombe inconscient sous l'eau, bien, on risque de respirer par la suite et d'aspirer de l'eau et de souffrir d'une noyade.
Maintenant, la prise en charge là, au niveau paramédic pour l'hyperventilation, l'hyperventilation, c'est un trouble respiratoire. Donc, ultimement, il va se prendre en charge avec le protocole MED8, difficulté respiratoire. Alors, quels sont les points d'intérêt? Évidemment, le premier point d'intérêt, on l'a mentionné, étant donné que la source est souvent psychologique, c'est d'essayer de calmer le patient, de l'éloigner de sa source de stress, là, que ce soit là, une situation qu'il est en train de vivre, une situation qu'il vient de voir. Donc, essayer de faire une intervention par rapport à ça. Et évidemment, guider la respiration du patient pour essayer de la diminuer finalement, essayer de la ramener dans des rythmes là, qui sont plus intéressants en termes de rythme et également en termes de volume respiratoire. Alors pourquoi? C'est quoi les deux grands avantages d'avoir des bonnes grandes respirations qui sont lentes? En fait, le premier avantage, c'est que ça permet de normaliser la concentration de CO2 dans le sang. Ultimement, c'est ça le problème de l'hyperventilation. Et le deuxième avantage, c'est que ça permet de maximiser ce qu'on appelle la ventilation alvéolaire. Donc, la quantité d'oxygène qui réellement se rend au niveau de nos alvéoles. Puisqu'il faut garder en tête que lorsqu'on respire, il y a une bonne partie de notre air qui ne se rend pas au niveau des alvéoles, qui va au niveau de ce qu'on appelle l'espace mort anatomique. Alors, quand on prend des bonnes grandes respirations lentes, eh bien, ça augmente la quantité d'oxygène qui se rend au niveau des alvéoles. Donc, ça fait, comme on vient de mentionner, ça maximise le moins important, ou les moins importants qui sont la ventilation alvéolaire. Bon, concernant le sac en papier, vous avez probablement déjà entendu parler ou vu des gens là, qui utilisaient un sac en papier lorsqu'ils étaient en crise d'hyperventilation. Bon, la logique de respirer dans un sac en papier ou respirer là, dans ses propres mains, là, dans une espèce de petite... comme un petit sac qu'on pourrait faire finalement avec nos mains. La logique de ça, c'est que, évidemment, si on expire dans un sac en papier et qu'on se trouve à respirer cet air-là après l'avoir expiré, on va se trouver à inspirer un air qui est un peu plus concentré en CO2 par rapport à l'air normal. Donc, est-ce que ça peut être intéressant? Ça peut être intéressant dans un sens, puisque là, le problème de l'hyperventilation, c'est justement de ne pas avoir assez de CO2 dans notre sang. Et à partir du moment où on inspire de l'air qu'on vient d'expirer, eh bien, on inspire un air qui est un peu plus riche en CO2. Donc, ça fait une certaine logique. Par contre, le problème associé à ça, c'est qu'évidemment, si on veut appliquer ce traitement-là, si on peut dire, il faut être certain que le patient présente bel et bien une crise d'hyperventilation. Et il faut garder en tête que pour être certain qu'il présente une crise comme ça, à quelque part, il faut poser un diagnostic de crise d'hyperventilation. Et l'établissement du diagnostic, c'est pas une chose qu'on peut faire finalement dans le domaine paramédic. Donc, ça ne s'avère pas intéressant de vouloir faire cette intervention-là, puisque ça sous-tend qu'on vient de poser un diagnostic et c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire au niveau paramédic. Donc, physiologiquement, il y a un certain sens à vouloir faire ça. Par contre, au niveau peut-être légal, si on peut dire, là, c'est pas quelque chose vraiment qui peut être fait. Alors, dans ce tableau, j'ai inséré ce tableau juste pour revenir sur le concept justement de l'efficacité de respirer plus lentement par rapport à peut-être une respiration qui serait plus rapide. Donc là, j'attire votre attention sur ces deux lignes-là. Donc, la ligne, disons, d'une respiration qui serait un peu plus normale, d'une respiration qui serait plus rapide. Donc, ici, j'ai rajouté une formule mathématique, là, en fait, qui fait référence là, à justement le principe qu'on vient de dire de ventilation alvéolaire, donc de quantité d'air qui sera au niveau de nos poumons à chaque respiration. En fait, là, dans ce contexte-là, là, pendant une minute, là, donc pour avoir cette valeur-là, il faut prendre le volume courant, la quantité d'air qu'on respire lorsqu'on fait une respiration, enlever l'espace mort, l'espace mort qui est aux environs de 150 ml là, pour un homme de taille moyenne, et multiplier ça par notre fréquence respiratoire. Alors, lorsqu'on le fait avec un individu qui respire d'une certaine façon, donc normalement, donc il respirerait par exemple aux alentours de 20 par minute, peut-être un petit peu rapide, là, mais disons à la limite supérieure là, de la normale, et nous enlevons finalement le 150 du 500, bien on se ramasse si on multiplie ces deux chiffres-là avec un 7000 ml de ventilation alvéolaire. Donc, dans le fond, 7 litres par minute. Et si on s'en va voir maintenant quelqu'un qui ferait une respiration qui serait plus rapide, qui serait plus superficielle, bien là, on voit qu'il y a un problème à faire ça, puisqu'à ce moment-là, si au lieu de respirer un volume courant de 500, on respire un volume courant de 250, donc plus petit, mais à une plus grande fréquence, eh bien à ce moment-là, c'est quand on va faire le calcul, qu'on va faire le 250 moins le 150 et qu'on fait notre multiplication comme ça, on constate que cette personne-là qui respire de façon rapide a une bien moins bonne ventilation alvéolaire. Puis on aurait pu regarder cet exemple-là au milieu qui démontre finalement l'inverse un peu là, de quelqu'un qui respire plus lentement avec de meilleurs volumes. Donc clairement, on voit dans ce tableau-là que ce qui est préférable pour le concept vraiment de ventilation alvéolaire, c'est de respirer lentement et de prendre de grandes respirations. Donc c'est préférable, ça fait une meilleure ventilation alvéolaire. Donc c'est une des deux raisons finalement pourquoi on veut avoir une respiration plus lente. Donc avoir une meilleure ventilation alvéolaire et comme nous l'avons mentionné tout à l'heure, normaliser les taux de CO2 au niveau sanguin.
autre type de problème au niveau respiratoire, la respiration de Cheyne-Stokes. Donc, quelle est la définition en fait de la respiration de Cheyne-Stokes? En fait, la respiration de Cheyne-Stokes, c'est une respiration où on va voir une alternance d'épisodes d'apnée et d'hyperpnée. Donc, des épisodes où le patient arrête de respirer, puis ça, il va recommencer à respirer lentement, puis il va se ramasser qu'il va respirer très rapidement pour revenir à des rythmes plus lents, pour éventuellement retomber à des périodes d'apnée. Donc, il y a vraiment un aspect cyclique par rapport à ça. Donc, c'est un trouble au niveau de la fréquence, mais également au niveau de l'amplitude de la respiration. Alors, qu'est-ce qui pourrait apporter la respiration de Cheyne-Stokes? Peut-être 3 choses que nous pourrions mentionner. Première chose, en fait, un AVC au niveau du tronc cérébral. Deuxième chose, une intoxication au niveau médicamenteuse, là, comme peut-être par exemple au niveau des opioïdes. Et troisième chose, en fait, un patient mourant. Donc, en conclusion, on peut bien s'en rendre compte, là, si vous voyez ce type de respiration-là, donc si on a présence de ce type de respiration-là, le pronostic est quand même plus ou moins bon. Hein? Donc, c'est habituellement ce type de respiration-là, on voit ça quand le patient va vraiment pas très bien. Hein? On l'a mentionné, là, un AVC au niveau du tronc cérébral. Bien, dans le tronc cérébral, c'est là qu'on retrouve là, toutes les neurones qui sont impliqués dans la respiration, dans la rythmicité de la respiration. Alors, évidemment que c'est problématique si on se trouve à avoir une atteinte là, de ce type-là. Là. Donc, le problème hein, qu'on constate, qui semble expliquer la respiration de Cheyne-Stokes, ça semble être un trouble en fait au niveau là, de la capacité des chimiorécepteurs du tronc cérébral à détecter correctement justement l'acidité qui provient justement du CO2, comme nous l'avons mentionné tout à l'heure. Là. Donc, en temps normal, hein, un tronc cérébral sain, ça détecte l'acidité du liquide cérébrospinal. Lorsque cette dernière est plus élevée, ça incite le corps à expirer davantage. Alors là, il semble avoir un problème au niveau de cette capacité de mesurer l'acidité et c'est probablement ça qui amène ces épisodes-là, cette alternance-là entre les périodes d'apnée et les périodes d'hyperpnée. Alors justement, si on veut faire une petite image par rapport à ça, bien, en fait, on le voit un petit peu ici, là, au niveau là, comme d'une spirométrie. Hein, donc, on voit là, un patient, là, si on commence à peu près ici, donc un patient qui aurait des périodes d'apnée, donc une pause respiratoire de plusieurs secondes. Et après ça, une fois qu'on a la pause respiratoire, le patient il va recommencer à respirer lentement. Et là, tranquillement, pas vite, il va avoir une accélération au niveau du rythme et une accélération, ou plutôt une augmentation au niveau de l'amplitude, qui va devenir de façon de plus en plus importante, pour redevenir un peu plus lentement, diminuer au niveau de l'amplitude, pour éventuellement refaire une autre pause au niveau respiratoire. Donc, hein, c'est ça qu'on mentionnait, il y aura une alternance dans ce cycle de périodes d'apnée et de périodes d'hyperpnée. On le voit bien hein, ici, donc période justement d'apnée, augmentation au niveau de l'amplitude, là, puis au niveau du rythme, réduction au niveau de l'amplitude, au niveau du rythme, période d'apnée additionnelle, puis ça on recommence comme ça. Donc, quoi faire pour traiter là, la respiration de Cheyne-Stokes? Ben, en fait, idéalement, il faut corriger la cause sous-jacente. Là, si on peut la corriger, là, on l'a dit, là, si c'est un problème, par exemple, un patient qui aurait une intoxication médicamenteuse, il faut essayer de faire un traitement pour essayer de peut-être administrer un antidote ou essayer de trouver le trouble associé à ça. Et on va vouloir ventiler le patient dans cette situation-là à pression positive pour carrément pousser l'air dans le patient. Pour s'assurer justement qu'on est capable d'oxygéner correctement son corps puis qu'on est capable de ramener les rythmes respiratoires vers la normale. Peut-être quand même intéressant de mentionner hein, que chez le nouveau-né, là, étant donné peut-être l'immaturité au niveau là, du tronc cérébral, pendant un certain temps, ça peut être quand même normal d'observer ça de façon temporaire là, chez ce client. Maintenant, la respiration de Biot. Donc, la respiration de Biot, c'est une respiration en fait qui est semblable à celle de Cheyne-Stokes, en ce sens qu'on a une altération au niveau du rythme et surtout, on a un patron un petit peu qui ressemble à celui qu'on a vu, là. Donc des périodes d'apnée qui vont être entrecoupées finalement de périodes où la respiration est plus anormale. Par contre, disons la caractéristique qui nous amène plus vers la respiration de Biot, c'est le fait que le rythme est un peu plus irrégulier. Donc, tantôt, hein, avec le Cheyne-Stokes, on voyait bien là, qu'on commençait avec une respiration qui devenait de plus en plus importante pour après ça redevenir plus lente pour les périodes d'apnée. Mais comme on peut le voir ici, hein, c'est plus irrégulier au niveau du type de respiration. Donc, il n'y avait pas l'aspect là, de crescendo, là, d'augmentation et de réduction finalement, éventuellement, là, des rythmes et de l'amplitude. Donc, on voit que c'est irrégulier. Avec la pause, encore un petit peu plus irrégulier, la pause comme ça. Donc, on voit qu'il y a une variation à ce niveau-là. Les cycles hein, qui vont être faits là, dans ce contexte-là peuvent varier là, de 10 secondes à 1 minute, là, dépendamment un peu de la condition du patient. Puis encore une fois, quand on parle de cause de ce type de respiration-là, bien, ça pointe vers des trucs qui sont un petit peu moins bons, donc des TCC ici plus sévères quand même. Encore une fois, des accidents vasculaires cérébraux là, qui seraient assez importants, qui pourraient toucher peut-être là, justement au niveau du tronc cérébral, ou des infections assez importantes là, au niveau du système nerveux central.
Autre type de respiration, maintenant la respiration de Kussmaul. Donc la respiration de Kussmaul, ça fait référence à la présence en fait d'hyperventilation. Par contre, l'hyperventilation plus spécifiquement là, qui va être associée à un état d'acidose métabolique. Alors, l'acidose métabolique, c'est un état où là, le corps, le plasma sanguin est un petit peu plus acide en raison d'un trouble au niveau justement du métabolisme. Alors, qui pourrait être en acidose métabolique? En fait, le meilleur exemple, ce serait un patient diabétique qui est probablement à ce moment-là en hyperglycémie. Donc, les patients qui sont diabétiques là, peuvent avoir des troubles au niveau de la gestion de leur glycémie. Et, souvent, un patient qui est en hyperglycémie, ce que ça cache dans un sens, c'est que le sucre ou le glucose ne peut pas entrer dans les cellules. Donc, quand le glucose ne peut pas entrer dans les cellules, bien ça force les cellules à trouver d'autres façons de produire de l'énergie. Et puis, cette façon-là n'est pas toujours parfaite et ultimement, ça va amener à certains métabolites là, qui s'avèrent néfastes et qui peuvent augmenter l'acidité du plasma sanguin. Donc, les patients diabétiques là, pourraient présenter de l'acidose métabolique. Et mentionnons également qu'un patient qui sera en état de choc pourrait aussi démontrer l'acidose métabolique, en ce sens que quand on est en état de choc, nos tissus ne sont pas bien vascularisés. Et quand nos tissus ne sont pas bien vascularisés, bien là, on tombe dans un métabolisme qui est plus anaérobique. Et un métabolisme anaérobique nous amène à acidifier notre plasma sanguin. Alors, il faut bien voir que dans ce contexte-là, c'est encore un peu, là, ça ressemble beaucoup à l'hyperventilation, comme nous l'avons décrit tout à l'heure, qui était le trouble respiratoire primaire. Et là, dans ce contexte-là, c'est davantage un mécanisme de compensation que la source comme telle du problème. Deux exemples justement pour illustrer ce concept. Donc, si on prend l'exemple d'une jeune femme de 19 ans qui a une crise de panique et qui se met à respirer rapidement, eh bien, dans cette situation-là, on peut dire qu'il s'agit d'une crise d'hyperventilation. Et là, la respiration, c'est le problème. C'est ça le problème que le patient a. Par contre, si on donne l'exemple d'un homme de 54 ans, justement, qui serait diabétique, là, puis qui serait en état d'hyperglycémie, eh bien, ça se pourrait que ce patient-là respire plus rapidement, qu'il démontre une respiration de Kussmaul. Donc, à ce moment-là, qui est aussi une sorte d'hyperventilation. Mais là, il faut garder en tête que dans ce cas-là, la respiration, ce n'est pas le problème. C'est une tentative de correction du pH sanguin par le patient. Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, quand on fait de l'hyperventilation, ça diminue l'acidité de notre plasma sanguin. Donc, si le patient est diabétique, il se ramasse en acidose métabolique, eh bien, d'essayer d'évacuer davantage de CO2, c'est un mécanisme là, de correction qu'il va essayer de faire. Donc, pour la jeune femme, l'hyperventilation, c'était le problème, tandis que pour cet homme-là, l'hyperventilation, ce n'est pas un problème, c'est un mécanisme que son corps, en fait, essaie de faire pour essayer de corriger le problème qui l'affecte, puis le problème, à ce moment-là, c'est un problème davantage au niveau métabolique. Alors, on a une petite comparaison ici des différentes choses que nous venons de mentionner. Donc, on l'a vu tout à l'heure, la respiration normale, là, qui est principalement caractérisée par des cycles, disons, qui arrivent à une fréquence normale et des cycles qui ont une amplitude normale. On voit ici la différence un peu avec Cheyne-Stokes et la respiration de Biot. Là. Donc, on l'a dit tantôt, Cheyne-Stokes, la variation, l'augmentation en termes d'amplitude et de rythme qui vient qu'à réduire pour retomber sur des périodes d'apnée. Donc, cette augmentation et cette réduction-là, c'est ça qui fait surtout la différence là, par rapport à la respiration de Biot. On voit que c'est plus irrégulier à ce niveau-là. Et finalement, la respiration de Kussmaul, qui se trouve être davantage une hyperventilation, où là, les cycles respiratoires sont un petit peu plus rapides. Et puis la dernière respiration là, qu'on va regarder, la respiration agonale. Donc, une définition d'une respiration agonale, en fait, c'est une respiration qui va être caractérisée par des respirations de très petite amplitude, souvent qui ne sont pas efficaces, là, qui ne sont pas suffisantes pour remplir les alvéoles, à une fréquence qui peut être très lente, qui peut tomber à 3 à 4 par minute, des fois même un petit peu plus lente. Et, comble du malheur, on pourrait dire qu'ils vont être accompagnés finalement de pauses au niveau respiratoire qui sont irrégulières. Donc, faut garder en tête que ce type de respiration-là, comme je viens de le mentionner, c'est pas efficace. C'est pas efficace en termes d'oxygénation du sang, c'est pas efficace en termes de ventilation au niveau alvéolaire. Donc, lorsqu'on voit ce type de respiration-là, il faut garder en tête que c'est un signe d'ischémie cérébrale et à ce moment-là, il faut donner des soins médicaux de façon urgente puisqu'il risque d'avoir un arrêt respiratoire complet dans les minutes qui suivent et éventuellement un arrêt cardiovasculaire qui pourrait là, être secondaire à cet arrêt. Donc, quel genre de patients qui vont présenter la respiration agonale? Des conditions graves. Là. Donc, un patient qui aurait un AVC sévère là, avec un saignement massif. Un patient qui serait en choc cardiogénique sévère, dont le décès pourrait peut-être être imminent. Et même, éventuellement, peut-être même un patient qui serait en arrêt cardiaque. Et là, ici, petite note importante, là, c'est qu'en fait, ce type de respiration-là, donc très, très lente, respiration agonale, elle peut persister pendant plusieurs minutes après l'arrêt de la fonction cardiaque. Donc, on pourrait imaginer une situation qu'un patient tombe en arrêt cardio-respiratoire et que 2 à 3 minutes après l'arrêt de ses battements cardiaques, il présente encore cette respiration agonale-là.
Donc, c'est un point important à noter, puisqu'évidemment, si le patient est en arrêt cardio-respiratoire, il faut procéder à des manœuvres là, de réanimation. Donc, on pourrait avoir tendance à ne pas vouloir réanimer le patient, puisqu'on a l'impression qu'il respire, donc il est, entre guillemets, encore vivant. Mais dans cette condition-là, bien évidemment, même s'il présenterait une certaine respiration qui serait très, très lente, bien, ce ne serait pas disons, une raison pour ne pas procéder à des manœuvres. Puisqu'il est en arrêt cardiaque, il faut procéder à des manœuvres de réanimation. Donc, il ne faut pas se fier, finalement, on pourrait dire, à la présence de respiration dans ce contexte-là, puisqu'elle peut être présente quand même si elle est très inefficace, alors que le patient est en arrêt cardio-respiratoire. Peut-être justement concernant le sujet de l'hyperventilation. Donc, si vous voulez en savoir plus sur le sujet de l'hyperventilation, je vous invite à peut-être aller jeter un petit coup d'œil au podcast Entre deux calls. Donc, vous pouvez le retrouver sur la plupart des plateformes de balado-diffusion. Allez peut-être chercher plus spécifiquement justement l'épisode numéro 2, un épisode auquel j'ai participé, dans lequel là, je dresse un tableau finalement des différents types d'hyperventilation qu'on peut retrouver chez les individus et dans quelle situation justement ces individus-là pourraient présenter là, ces modifications-là au niveau de leur rythme respiratoire. Donc, ça peut être quand même intéressant d'aller écouter là, ce document-là. Ça s'avère en fait un bon complément d'information là, pour ce qui est de l'hyperventilation. Alors, comme d'habitude, voici là, mes références. Et sur ce, c'est la fin de ce vidéo court.